Bon, en attendant que tout le monde se connecte, je pense qu'on attend encore une cinquantaine de personnes. Ça va arriver au fur et à mesure. Bon, je me représente pour les nouveaux qui n'étaient pas là hier ni aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Hélène Dury, directrice marketing chez Customs Bridge. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de Karine Le Breton, qui est avocate et qui va vous parler des opérations internationales et vous faire part de son expérience et son expertise, notamment avec plein de cas concrets. Donc ça va être hyper intéressant. Accrochez-vous, ça va être super pendant 45 minutes. On va apprendre tout en s'amusant, c'est notre credo. Karine, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Oui, donc bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence. Alors moi je me présente rapidement, donc je suis avocate en droit des affaires. J'ai été pendant 20 ans responsable juridique en entreprise. Les cas que je vous ai mis, ce sont des cas fictifs, mais qui sont quand même arrivés au cours de mon expérience. Je les ai juste sortis enfin, c'est des vrais cas en fait, donc c'est des choses qui arrivent vraiment. Et donc ma particularité, c'est que j'ai été plongée au cœur du business pendant toutes mes années en entreprise, ce qui fait que je sais bien comment les vraies problématiques qu'on rencontre au cours d'un achat international. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, si tout est OK pour tout le monde, je me dis qu'on peut y aller et je vais vous imaginer les scénarios du pire, sachant que c'est mon travail au quotidien puisque je suis spécialisée dans la rédaction de contrats commerciaux et donc quand je les rédige, j'imagine les pires choses qui peuvent vous arriver. Sachant que c'est un peu, en fait, comme un contrat, c'est un peu comme une assurance. Vous prenez une assurance pour votre maison parce que il peut arriver qu'il y ait un vol ou un incendie, ça n'arrive pas, mais si le jour où ça arrive, vous êtes content de l'avoir pris, un contrat, c'est pareil. Il va se passer, c'est pas sûr que le pire arrive, mais le jour où ça arrive, vous êtes content d'avoir prévu cette situation dans votre contrat. C'est clair. Petit rappel, juste n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra au fil de la présentation et aussi à la fin. Et aussi, petite info, la présentation est enregistrée, donc vous allez recevoir le replay ainsi que la présentation, le support à l'issue de la conférence. À mon avis, pas avant lundi ou mardi, parce que on enchaîne les thématiques. Je ne sais pas si on aura le temps de vous envoyer ça avant. Voilà, bonne présentation. Alors. Donc, en fait, il faut savoir qu'en fait, quand vous avez un transport international de marchandises, vous avez souvent trois problématiques qui reviennent. C'est déjà les problématiques liées au transport. Vous allez avoir des dommages aux marchandises ou alors vous pouvez avoir des retards de livraison. L'autre chose que j'ai souvent constaté, c'est des problèmes liés à la propriété intellectuelle. Les marchandises sont contrefaisantes ou alors vous n'arrivez pas à prouver la propriété de vos marchandises. Et enfin, vous pouvez arriver à avoir des problèmes de normes, en fait, puisqu'il y a un certain nombre de normes à respecter quand vous allez mettre sur le marché européen des produits, et ça arrive qu'ils ne soient pas conformes. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment adresser toutes ces problématiques dans un contrat pour que le jour où ça arrive, en fait, vous ayez un moyen juridique d'y remédier. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est les problèmes liés au transport. Et comme je vous le disais, quand vous avez un transport de marchandises, les deux risques les plus courants, c'est soit un dommage aux marchandises qui apparaît pendant le transport, ou alors vous avez un retard de livraison et ce retard de livraison vous crée un préjudice. Donc, on va rentrer dedans. Je vous ai pris un exemple concret de dommages aux marchandises. Par exemple, vous avez commandé des marchandises à un fournisseur chinois et vous n'avez pas du tout précisé d'Incoterm. Lors du chargement des marchandises, celles-ci sont endommagées donc par le transporteur, mais aucune responsabilité n'a été définie en fait. Donc vous allez vous retrouver dans une double problématique. Vous avez votre vendeur qui va vous dire moi c'est pas mon problème, c'est au client de gérer. Moi je lui ai remis les marchandises, il y a eu un problème au moment du chargement, et j'ai le client qui va dire non, pour moi c'était à vous de superviser le chargement puisque je n'étais pas encore propriétaire des marchandises. Donc là, on arrive dans un flou juridique et ça vous a amené des litiges et des coûts imprévus parce qu'on ne va pas savoir qui va devoir faire la déclaration auprès de l'assureur pour prendre en charge les dommages de marchandises.
Et il y a une solution très simple pour remédier à ce flou juridique, c'est les incoterms. Les incoterms, en fait, ça va vous permettre de définir qui est responsable de quoi dans le transport et à quel moment le risque est transféré. Et on va aussi savoir qui prend les coûts du transport et qui va s'occuper notamment du dédouanement. Donc c'est vraiment hyper pratique dans un contexte de vente internationale de marchandises, puisque là, clairement, les responsabilités de chacun sont définies et on ne peut pas revenir dessus. Donc, je vous ai pris là 2 exemples. Si vous avez un incoterm Xwork, donc XW, que vous avez indiqué dans votre contrat ou dans votre bon de commande, dans ces cas-là, ça veut dire que le vendeur met la marchandise à disposition à la sortie de son entrepôt. Donc lui, il met à disposition la marchandise et à partir du moment où elle est à disposition, c'est plus sa responsabilité. Donc là, c'est clairement défini que le chargement de la marchandise, elle est faite par le transporteur et le transporteur, c'est celui de l'acheteur. Donc, s'il y a un dommage au moment du chargement de la marchandise par le transporteur, celui qui a les risques, c'est l'acheteur, et donc lui, il va se retourner contre son transporteur et donc faire jouer son assurance à lui. Donc là, c'est vraiment hyper clair sur ce niveau. C'est vraiment à l'acheteur de prendre en charge le dommage. Ensuite, voilà. Et ensuite, il faut toujours penser à préciser, comme je vous le disais, le lieu de chargement des. Il faut pas juste marquer Xworks, vous marquez également où là vous allez marquer Xworks entrepôt de. Enfin, je vous le dis ça comme ça parce que je connais pas, j'ai pas le lieu, mais vous mettez le lieu de l'entrepôt du vendeur. Toujours préciser le lieu. Un autre exemple aussi avec FOB. Dans ces cas-là, c'est le vendeur qui prend en charge la marchandise jusqu'à son embarquement à bord du navire. Donc, une fois à bord du navire, c'est l'acheteur qui va prendre le relais. Donc, c'est à ce moment-là que les risques sont transférés. Donc, si un dommage intervient au moment du chargement sur le navire, ça va être au vendeur de gérer et puis de se rapprocher de son assureur. Une fois que la marchandise est embarquée sur le navire, c'est là où l'acheteur devient responsable. Donc, vous voyez vraiment l'importance des incoterms à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs incoterms. Je vous ai pris 2 exemples. Vous pouvez vous référer, vous pouvez les trouver facilement en ligne et vous avez des explications partout sur vraiment à chaque étape qui fait quoi et qui a le risque avec des tableaux hyper clairs. Et vous n'avez pas, il y a pas, du coup, il y a vraiment aucun risque d'interprétation. Voilà. Et après, selon votre cas, vous choisissez l'incoterm qui est le plus adapté à votre situation. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'usage des incoterms? Alors moi, je peux pas vous dire lequel est le mieux adapté à votre situation. C'est vraiment du cas par cas. On utilise souvent du Xwork ou du DAP-DDP et puis du FCA. C'est quand même les plus utilisés. Mais c'est vraiment très, très pratique et franchement, normalement, vous avez quand même moins de soucis. Ouais. On a quelques petites questions. Alors, c'est plutôt des débats avec quelques questions dans le chat. Là, j'en reprends une. Il y a Isabelle qui dit dans beaucoup d'entreprises, le chargement est fait par l'exportateur dans un cas de Xworks. Quid, à part effectivement déconseiller aux vendeurs de vendre en Xworks non adapté. Oui, c'est pas vraiment des questions. En fait, c'est plutôt une discussion sur les incoterms et lequel est le mieux, lequel est plus dangereux. Ça va vraiment dépendre de votre vendeur, de votre transporteur. Il y a plein de choses à prendre en considération et il n'y a pas un incoterm qui est toujours mieux qu'un autre. Ça va vraiment dépendre du contexte. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer.
On a quelqu'un qui a levé la main, qui souhaite prendre la parole, mais je n'ai pas le prénom. Je n'ai pas renseigné son prénom. Est-ce que la personne qui a levé la main souhaite prendre la parole ou c'était peut-être une erreur? Qu'elle avait mis son micro. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Dominique Ancelin, directeur régional des douanes Bien, bonjour honoraires. Dominique. Bonjour. Juste une précision, effectivement, il faut particulièrement insister sur le fait que c'est l'élément essentiel, les incoterms. C'est-à-dire que on a encore beaucoup de petites entreprises qui découvrent ces aspects-là et il y a un intérêt financier très important. Donc, après ce qu'a dit Karine Le Breton, il faut vraiment insister en disant que c'est l'élément essentiel de départ au niveau des contrats, quoi. Faut vraiment choisir celui qui va correspondre à la fois aux nécessités, bien sûr, du transport et aux particularités, mais en même temps en tenant compte de tous les aspects financiers, puisque ça va être les aspects dans l'amélioration, effectivement, du positionnement douanier. C'était ça que je voulais juste rajouter. Et en fait, j'insiste parce qu'on a l'impression que les incoterms sont souvent utilisés. Et moi, je relis souvent des contrats. Et je vois toujours le transfert du risque a lieu à la livraison de la marchandise. Et on n'a pas défini clairement où est le lieu de livraison. On n'a pas défini qui a la charge du déchargement et du chargement. Et du coup, c'est vraiment juste préciser le risque a lieu à ce moment-là, c'est pas du tout clair. Et c'est vraiment l'avantage des incoterms, c'est que les responsabilités sont clairement définies. Et moi, je suis vraiment, c'est une pratique que j'encourage à chaque fois d'utiliser les incoterms. Absolument. Une petite question, Karine, de Karine d'ailleurs, qui demande si la mention d'Incoterm n'est pas sur la facture, c'est souvent le cas avec la Chine par exemple, comment fait-on si c'est du Ex-Works? Alors moi, je conseille de la mettre vraiment soit dans votre contrat, ou si vous fonctionnez pas avec des contrats ou des CGV, qui est quand même préférable, vous la mettez sur votre bon de commande ou dans l'email. Vous devez pas le mettre dans la facture, c'est trop tard en fait, puisque c'est la facture, elle va être émise après la livraison et ça veut dire que votre vendeur, il n'est pas au courant finalement de l'incoterm qui s'applique. Donc, il faut toujours le communiquer avant l'envoi des marchandises. Est-ce que tout était clair pour vous? Oui. Allez-y. Je vois une main levée de Karine Garnier. Karine, oui, Karine, vous pouvez. Oui, son micro est toujours. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. C'est bon. Je rebondis sur ma question parce que le problème est moi, je suis déclarante en douane, donc je ne peux pas savoir ce qui a été négocié en amont avec mon client, en fait. Donc, si je reçois une demande pour établir une déclaration en douane et que je n'ai juste, malheureusement, que la facturation, je ne peux pas savoir ce qui a été décidé au niveau de l'importation, au niveau de mon client. Est-ce qu'il a décidé que ce serait effectivement du Ex-Works, du FOB, du CIP, du DAP? Je ne sais pas. Et les 3/4 du temps, quand je demande l'information, je ne l'ai pas. D'accord. Et c'est parce que on vous la communique pas? Tout à fait. Oui. Et vous n'avez pas un moyen d'avoir cette information en amont? Généralement, je reçois je reçois tout ce qui est information le jour où la marchandise arrive chez mon client. Donc, je n'ai jamais l'information en amont. Et c'est souvent dans l'urgence. Donc, effectivement, on me dit, faut faire dédouaner parce que la marchandise, on en a besoin tout de suite. Mais comme je n'ai pas d'informations sur les factures, le mieux, c'est que effectivement, je fais comme si c'était du Ex-Works parce que je ne sais pas du tout ce qui a été négocié en amont. Oui. Et ça, c'est un problème plutôt de communication à votre Oui. client. Il devrait vous transmettre systématiquement cette information. Et c'est parce qu'on n'y pense pas de l'importance de l'incoterm. Pourtant, j'arrête pas de le rabâcher. C'est pourtant, les incoterms, ils existent depuis très longtemps. C'est quand même une pratique très répandue dans le commerce international. Et on constate qu'il y a plein de gens qui l'utilisent pas ou qui sont pas au courant. D'accord. Ouais. Il faut
refaire l'information, rabâcher jusqu'à que ça rentre en gros. C'est ça, voilà. Bon, d'accord. Et je voyais quelqu'un qui disait la facture après livraison. Ça dépend vraiment des entreprises. Il y en a qui mettent pas de facture avant livraison. Il y en a qui émettent la facture au moment de l'envoi des marchandises. C'est vraiment du cas par cas. Mais en fait, si la facture, elle n'est pas adaptée, puisqu'au moment où elle arrive chez votre acheteur, il est trop tard, en fait. Il n'est pas informé. C'est vraiment avant la vente. D'accord. Ok. Merci. J'ai vu quelqu'un d'autre qui avait levé la main. C'est Dominique qui voulait réagir. Oui, non, je peux réagir comme Karine. Pour l'intervenante, on connaît les difficultés que vous éprouvez au moment de l'information, pour obtenir une information. Là, on ne peut qu'être exigeant, puisque vous l'avez appris avec les réformes en cours et le positionnement maintenant en plateforme numérique. Vous avez l'obligation, effectivement, de pousser votre donneur d'ordre à avoir c'est la difficulté qu'on a, hein, rassurez-vous, dans l'administration des douanes aussi, tous ces aspects. Mais là, vous allez avoir besoin d'avoir ces informations, c'est indispensable. Et vous avez beau rabâcher, là, il va falloir effectivement, dans des courriers ou sous toutes les formes, obtenir ces informations, parce que c'est essentiel au plan juridique et au plan, bien sûr, économique. Merci Dominique. On peut peut-être avancer un petit peu, parce que je vois le temps qui passe. Ok, alors j'avance. Donc il y a plein de débats sur les factures, les incoterms, mais on va avancer. Sur les problématiques liées au transport, ce que vous avez aussi, c'est souvent des retards de livraison. Alors je vous ai donné un exemple. Vous êtes revendeur d'ordinateurs et vous subissez un retard de 6 semaines, alors que vous aviez convenu d'une livraison au début septembre. Début septembre, on sait que c'est la rentrée et souvent c'est là où on va acheter des ordinateurs. Donc, ce qui fait qu'en pratique, vous n'avez pas un stock suffisant pour répondre aux besoins de vos clients pour la rentrée des classes et vous allez perdre des potentielles ventes. Et en plus, vous avez une détérioration de votre relation client parce qu'il se peut que vous ayez prévu des catalogues publicitaires pour mettre en avant certains produits et en fait, ils n'ont pas été livrés, donc vos clients sont déçus. Donc, ça a vraiment un préjudice pour vous, le fait de ne pas avoir été livré dans les temps. Ça, c'est un cas B2C. Dans les cas B2B, vous avez aussi, vous pouvez avoir, je vous ai pris un autre exemple, vous achetez des produits en gros pour les revendre à vos distributeurs et votre fournisseur est en retard. Et ce qui va se passer souvent, c'est que vos distributeurs, eux, vont appliquer des pénalités de retard contre vous parce que derrière, c'est la même problématique qu'on avait tout à l'heure, ils vont avoir des clients finaux avec qui ils ont peut-être fait de la publicité pour annoncer des produits. Et donc, ça a un impact sur eux, le fait que vous, grossistes, vous ayez du retard. Donc, du coup, vous allez vous retrouver donc avec un retard de livraison et puis, votre distributeur qui, lui, vous facture des pénalités. Donc, la solution, en fait, c'est de prévoir dans un contrat qu'on va appeler un contrat de logistique avec votre fournisseur des pénalités qui vont pour avoir effet de permettre de faire respecter les délais sur lesquels votre fournisseur s'était engagé. Et puis, elles vont aussi permettre de compenser celles qui vont être imposées par vos propres distributeurs. Donc, généralement, vous essayez de négocier des pénalités qui reflètent celles que vous aurez à payer si vous êtes en retard. Je vous ai pris un exemple. Si vous avez un contrat qui prévoit une pénalité de 1% par jour de retard, généralement, on capte les pénalité. Donc, ça peut monter, on va dire, jusqu'à 10% du montant total. Ça fait un peu beaucoup. Mais et donc, votre commande, elle est de 10 000 euros. Donc, si en général, prévoyez une période de grâce, après, votre fournisseur devra vous payer 10 000 euros de pénalité. Ce qu'il faut savoir, j'attire vraiment votre attention sur les pénalités. C'est vraiment une pratique très courante, mais elle est extrêmement encadrée par le code du commerce. Il y a des articles dédiés là-dessus et depuis quelques années, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus sur les pénalités liées à des retards logistiques. Aujourd'hui, avant d'appliquer ces pénalités, il faut absolument prouver son préjudice. Donc là, moi, je vous ai pris 2 exemples flagrants.
Il y en a un, vous aviez annoncé des produits, vous avez annoncé des retards vous avez mis dans des catalogues les produits, vous avez annoncé à votre clientèle qu'ils étaient disponibles et vous les avez pas au final. Dans l'autre cas, là, vous avez bien des pénalités qui s'appliquent de la part de vos distributeurs. Donc, vous avez vraiment un préjudice. Si le retard de livraison ne crée aucun préjudice, vous allez avoir du mal à faire appliquer les pénalités. Et vraiment, c'est très cadré. Donc, c'est quand vous négociez des pénalités de retard ou quand vous voulez les appliquer, c'est important de se faire assister par votre juriste interne ou si vous travaillez avec un avocat, parce que il y a aussi une obligation de permettre à votre fournisseur de contester ces pénalités. Donc, il y a vraiment tout un encadrement. Donc, important, voilà. Prévoyez des pénalités de retard parce que les retards vont avoir un impact sur vous pouvez vous causer un préjudice, mais pensez à bien cadrer tout ça. Et puis, depuis quelques années, tout ce qui est lié à la logistique, c'est un contrat à part de votre contrat de distribution. Donc, c'est vraiment très important de bien cadrer tout ça légalement. Karine, il y a une question de Céline qui demande qui limite les montants des pénalités applicables. Alors, vous mettez les pénalités que vous voulez, mais le code du commerce a prévu qu'il fallait que ce soit 2% maximum du montant des pénalités, du montant de la commande en retard, en fait. Voilà, vous avez savoir que je disais que de 10% c'était trop, donc c'est 2% de la valeur totale des produits en retard. Et vous pouvez aussi faire en fonction des catégories. C'est prévu. Avant, il y avait tellement d'abus que c'était libre. Et maintenant, le code de commerce a prévu une limitation. Il faut toujours que ce soit proportionné au préjudice. Voilà. Je sais pas si c'est clair pour vous. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment tout un process à suivre. Je rentre pas dedans tout ce qu'il faut prévoir. Je vous ai donné les premiers éléments, mais je sais pas si c'est clair pour vous. Mais même si ça reste pas toujours, c'est pas énorme, ça reste quand même, c'est quand même un moyen de compenser des pénalités que vous pourriez recevoir, et c'est aussi un moyen de pression pour votre fournisseur. Il y a Mathieu qui te demande quel est l'article du Code du commerce ou la référence de la jurisprudence pour les 2% de pénalité dont tu parles. Alors, normalement, alors je les connais pas par cœur, mais pour moi, c'est 441-17 du Code de commerce. Je revérifie si c'est ça. C'est ça. L441-17 du Code de commerce qui est vraiment dédié aux pénalités logistiques. Ça va jusqu'à 441-19. Voilà. Et vous avez, alors il y a pas encore de jurisprudence parce que c'est un article assez récent, ça date de 2023, mais il y a des positions officielles des autorités qui sont en charge de ça pour vous expliquer comment interpréter les différentes dispositions de l'article. Alors, je reviens sur la présentation. Et un troisième cas qui peut arriver, ça revient aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes un distributeur de décoration de Noël, vous attendiez une commande importante de guirlandes et de sapins avant les fêtes, et elle n'arrive pas à temps. Donc, vous vous retrouvez avec des stocks vides en pleine période de votre commande. Il y a une perte des ventes parce que vous avez rien à vendre et vous avez une perte de confiance de vos clients. Et puis après, si les produits arrivent après la saison, ça va être complètement inutile. Vous n'avez pas besoin de sapin qui arrive en janvier ou de guirlandes à ce moment-là. Donc, c'est vraiment des moments très précis. Donc, et là, on va se dire que des pénalités de retard, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Parce que c'est pas votre besoin en fait. Donc la solution à prévoir au contrat, c'est une clause de résiliation en cas de retard trop important. C'est voilà, vous résiliez la commande après X jours d'annulation. Ça va permettre du coup la commande est annulée, donc vous n'allez pas être facturé et vous pouvez toujours appliquer des pénalités évidemment pour la partie avant l'annulation.
Comme dans l'article 441-17 du Code de commerce, vous verrez, il y a une particularité quand il y a un cas de rupture de stock, c'est que vous n'avez pas besoin de prouver votre préjudice, en fait. Et ensuite, il y a aussi une bonne pratique qu'on peut prévoir, c'est de la possibilité en fait que si votre fournisseur est en retard et que vous êtes obligé d'annuler la commande, vous pouvez vous retourner, vous pouvez commander auprès d'un autre fournisseur et le surcoût que vous aurez à votre charge, vous lui refacturez. Bon, ça, c'est des clauses intéressantes et qui sont évidemment plus compliquées à mettre en pratique et du coup, il faut prévoir pas mal de choses dans votre contrat pour pouvoir les appliquer. Mais c'est des choses intéressantes parce que effectivement, si vous vous retrouvez avec votre commande de guirlande qui arrive au 5 janvier, ça vous sert à rien et vous allez vous retrouver avec une facture à payer. Donc, la clause d'annulation, elle est vraiment importante dans le cas de retard assez long et qui fait que vous n'avez plus besoin des marchandises. Est-ce que tout est OK sur vous? Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est vraiment on a l'impression que c'est évident, tout ce qui est pénalité de retard ou résiliation en cas de retard trop important, mais on ne les prévoit pas tout le temps et quand le cas arrive, on est content d'y avoir pensé au contrat. Si tout est OK, moi, je vais avancer. Deuxième problème qui se présente également, c'est tous les risques qui sont liés à la propriété intellectuelle des produits. Et ce qui arrive, c'est qu'on peut commander des produits et en fait, elles sont contrefaisantes ou alors des fois, on n'arrive pas à prouver qu'on a la propriété de la marque. Je vous ai pris des exemples de marchandises contrefaisantes. Par exemple, vous importez des chaussures de sport d'un fournisseur marocain et à l'arrivée, les douanes françaises bloquent le lot parce que les chaussures ressemblent à un modèle protégé par une grande marque internationale. Donc, dans ces cas-là, vos marchandises vont être saisies et détruites après un certain nombre de jours. Aujourd'hui, depuis 2002, il y a une procédure simplifiée, donc vous payez plus de frais de stockage, qui était le cas avant. Vous pouvez être amené à payer des amendes douanières, voire pénales. Et puis après, si ça va au tribunal, parce que si la grande marque internationale considère que les marchandises sont vraiment contrefaisantes, elle vous attaquez en contrefaçon, vous allez au tribunal, vous pouvez être amené à payer des dommages et intérêts. Et puis derrière, il y a une perte de crédibilité pour votre entreprise. Un autre cas qui peut arriver, oui. Je vois pas le nom de la personne qui a levé la main. C'est Dominique qui a levé la main. Oui. Je crois que son micro est toujours éteint. Excusez-moi, désolé. Juste une précision pour la contrefaçon, qui est un élément, qui est un point excessivement important puisque les trafics augmentent. Il y a la notion, c'est pas une saisie immédiate. Il faut que vous sachiez qu'il y a une responsabilité partagée entre effectivement la société et la douane. La douane, lorsqu'elle découvre une contrefaçon, c'est une rétention de marchandises et ce n'est qu'après, comme vous le savez, qu'il y a la procédure de saisie, mais ça ne peut être que sous le contrôle de la société. C'est ce qui explique ce que vous avez dit très justement, qu'il y a quelques jours, bien sûr, hein, avant de... Oui, mais il faut qu'elle alors je l'ai pas précisé, mais la société dont les marchandises sont saisies a la possibilité de se justifier. Tout à fait. On a juste une question de Lydie qui demande l'article pour la non-facturation des frais de stockage. Ah, ça, c'est lié à alors ça, c'est vraiment lié aux douanes. Et alors ça, je pourrais pas vous dire précisément quel est l'article. Mais normalement, dans le cas de la procédure simplifiée, ça a été supprimé. Je pourrais vous retrouver les éléments là-dessus, si vous voulez. Avec plaisir, merci. Oui, je vous retrouverai ça, je vous indiquerai les éléments. Là, j'ai un autre cas aussi. Vous êtes un distributeur de produits électroniques qui sont importés d'un fournisseur indien et peu après leur mise en vente, là, vous avez passé les douanes, une grande entreprise technologique vous accuse de violer ses brevets européens et vous assigne en justice.
Donc là, vous allez, si vous n'avez pas de clause dans le contrat, vous allez devoir supporter tout seul les frais de justice. Et si vous perdez, vous devez vous retrouver à payer des dommages et intérêts aux plaignants. Donc, la solution que vous avez dans ces cas-là, c'est de prévoir dans votre contrat une clause, ce qu'on appelle une clause de garantie d'éviction des tiers. Donc, vous avez un double volet. Vous allez prévoir déjà que votre fournisseur doit vous garantir par écrit que les produits sont libres de droit. Et donc, ils ne violent aucun droit de propriété intellectuelle comme des droits de brevet, les droits de marque et modèle. Et également, il s'engage à prendre en charge tous les coûts qui seraient liés à votre défense. Donc, les frais de justice, des dommages et intérêts que vous seriez amenés à payer. Et il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle, on va l'attraire en justice avec ce type de clause, c'est-à-dire que si c'est vous qui êtes poursuivi, vous pouvez demander à ce qu'il soit aussi assigné lui aussi dans le cadre de la procédure pour qu'il vienne se défendre avec vous. Donc ça, c'est vraiment important parce que les cas que je vous ai cités, comme les cas comme celui-là, là, des produits électroniques pour lequel il y a une assignation parce que le brevet est une contrefaçon, c'est pas un cas d'école, je l'ai vécu. J'ai travaillé pendant très longtemps chez un fabricant de téléphones mobiles et ils ont été poursuivis et les demandes de dommages et intérêts étaient très élevées. Et la société pour laquelle je travaillais était totalement de bonne foi. Pour elle, les brevets qu'elle utilisait étaient totalement libres de droit. Donc, c'est vraiment important que vous ayez ce type de clause pour permettre d'absorber les coûts que vous pourriez, les coûts et aussi les dommages et intérêts auxquels vous pourriez être condamné. Alors, où les mettre? Alors, vous mettez tout ça dans vos conditions générales d'achat. Alors, dans vos conditions générales d'achat, mais aussi dans le contrat que vous allez négocier. Parce que ce qui va prévaloir, c'est la loi française prévoit que ce sont les conditions générales de vente qui servent de socle à la négociation. Donc, c'est au moment de la négociation, si cette clause n'est pas prévue, vous la rajoutez. Donc, si vous avez des CGA, c'est bien de le prévoir dans vos CGA. Du coup, quand vous allez négocier, vous allez dire, moi, dans mes CGA, par rapport à vos CGV, il y a ce type de clause, donc je voudrais qu'on la rajoute. Donc, vous allez négocier des conditions particulières. J'ai une question. Peut-on réfuter ces frais? Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Allez, ISTT. Ah, j'ai pas vu. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui, pardon. Non, moi je posais la question. On rencontre ces difficultés-là en cas quand nos conteneurs arrivent au port. Des fois, il y a la douane qui procède à des contrôles de scan ou de choses comme ça, et on se voit refacturer des frais d'immobilisation en fait. Et c'est vrai que, alors, pardon, je ne me suis pas présentée, mais je suis déclarante en douane. Et c'est vrai que mon service achat m'a posé la question. En fait, ces derniers temps, je suis en train de superviser un petit peu la partie aussi logistique à l'import. Et donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant puisqu'on n'est pas responsable d'un contrôle en douane, je veux dire, ni d'ailleurs le transitaire, ni nous-mêmes. Et les frais de facturation, des fois, sont assez élevés finalement. Et je me demandais légalement comment on pourrait réfuter des frais de ce goût-là. Est-ce que c'est normal? Auprès de la douane? Ouais. Pas auprès de la douane, auprès du transitaire et de la compagnie. Après, c'est vraiment de la négociation. Vous pouvez envisager ça et dire que s'il y avait un contrôle, tous les frais seraient à la charge, seraient pas à votre charge en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous allez rédiger, comme moi, quand je rédige mes contrats, je vois mes clients et on se pose et alors déjà, on imagine les scénarios du pire et aussi on pense à ce qui est déjà arrivé pour voir comment on peut le prévoir dans le contrat pour que si ça arrive, on ait déjà la solution en fait. D'accord. Donc effectivement, ça n'a pas été prévu, à mon sens. Alors je comprends mieux, effectivement. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on rentrerait dans la clause du contrat en disant que dans un cas comme ça, il faut le négocier en fait et stipuler que pour le coup là, on n'a pas été facturé. Je comprends très bien. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Il faut savoir que normalement, en B2B, on est quand même assez libre. Donc, il y a pas mal de choses qui sont prévues par la loi sur l'achat de marchandises et la revente, mais vous êtes quand même très libre de ce que vous négociez tant que le contrat n'est pas déséquilibré, en fait. Si vous justifiez quelque chose que vous allez refacturer, ça passe, en fait. On ne pourra pas vous le contester. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci. De rien. Et j'ai Réjeanne qui avait une question aussi. Oui, bonjour. Non, c'est pour répondre à Emmanuel. Ce qu'elle se voit facturer, c'est les frais D&D, donc de frais de détention du conteneur et d'immobilisation par la compagnie maritime. Là où il faut négocier, c'est la période de free, ce qu'on appelle donc au moment du contrat avec la compagnie maritime, quel est le délai pour lequel vous n'aurez pas de frais de détention et d'immobilisation jusqu'à rendre le conteneur vide. Donc, ça se négocie dès le début avec la compagnie maritime. Après, forcément, plus la période sera longue, plus le coût du transport sera important. Voilà, après, je vous remercie. Moi, dans ce cas-là, on est chargeur. Donc, on passe par un transitaire et c'est vrai que finalement, avec la compagnie maritime, on n'est pas un interlocuteur direct. C'est d'ailleurs notre grosse problématique. On est assez tributaire des logisticiens et c'est compliqué. D'accord, mais c'est votre transitaire, du coup, il faut négocier avec votre transitaire qui négocie avec la compagnie maritime. C'est un peu ça. Donc moi, c'est comme ça que j'ai compris la chose. C'est-à-dire que effectivement, peut-être l'année prochaine, au moment de la négociation du contrat, on va revoir les choses différemment. Mais c'est un vrai problème pour nous, les chargeurs, parce que finalement, sur le flux maritime, on n'est pas en liaison directe avec ces compagnies maritimes et on est obligé un petit peu, des fois, suivant la situation, de réclamer un peu, de dire, non, là, on va pas prendre en charge des frais dont on n'est pas responsable. C'est-à-dire, par exemple, le transitaire oublie d'aller chercher la boîte à la compagnie, par exemple, les frais de surestarise, des choses comme ça. Mais ça doit être stipulé dans le contrat, j'imagine. Donc, oui. Mais je vous remercie, c'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est ce que je vous disais, c'est toujours de la négociation. Il faut juste y penser et en fait, une négociation contractuelle, ça prend du temps parce que il faut repenser à tous les cas qu'on a rencontrés au cours de l'année ou qui pourraient se produire pour pouvoir vraiment anticiper ces choses-là dans le contrat. Il a une vraie utilité, votre contrat. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'est des choses, je pense, auxquelles on ne pense pas. Enfin, comme vous dites, d'établir un petit peu toutes les possibilités, le pire comme le meilleur. Et ça fait pas. Si vous voulez, les acheteurs, ils ont peut-être pas forcément. C'est la difficulté des transverses. Je pense qu'on y arrive maintenant. Mais les services douaniers, les services de douane dans les entreprises, chez les chargeurs, on commence, je pense, à prendre cette place-là. Mais services achats, ils n'ont pas toujours cette compétence logistique ou on parlait des incoterms tout à l'heure. On a la même problématique chez moi. Je voyais un commentaire très intéressant sur investir dans la formation pour avoir un ROI viable. Je trouve ça chouette, mais c'est très très bien. Mais c'est vrai que c'est difficile en fait, en tout cas, de faire comprendre dans différents services l'importance effectivement d'un contrat bien ficelé. Donc merci encore. Ouais. Oui, et souvent la problématique, c'est que l'acheteur, il ne va pas être au courant des problématiques que vous aurez rencontrées au niveau de la douane, parce que ça lui remonte pas, et du coup, il va pas avoir conscience que ça, c'est à négocier. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que toutes les parties de la chaîne de l'achat se rencontrent pour discuter ensemble des problématiques qu'elles rencontrent et de travailler ça avec leur juriste ou leur avocat pour être sûr que c'est embarqué dans le contrat. Voilà, nous, clairement, tout reposait sur les transitaires. Donc, ça fait 1 an que je récupère les sujets. Donc, je vous dis, j'ai des bonnes surprises. C'est sympathique. Merci. Voilà, donc je vais continuer. Un autre problème qu'on peut rencontrer, c'est vous importez des produits de marque. Par exemple, vous importez des iPhones et la douane doute de leur authenticité. Donc là, il va falloir vraiment prouver que c'est des produits authentiques, parce que vous allez avoir une retenue des produits par les douanes et un risque de retard de livraison pendant le temps que vous arrivez à prouver que c'est des produits authentiques. Et puis quelques coûts supplémentaires pour prouver cette authenticité. Autre chose aussi, vous vendez des produits sous licence de marque. Par exemple, vous importez des produits sous la marque d'un tiers que j'ai appelé Technova. Et puis, les douanes exigent une attestation de licence. Ça m'est déjà arrivé, ce genre de situation.
plutôt hors Europe. Donc, dans ces cas-là, vos produits vont être retenus en douane le temps que vous puissiez prouver que ce sont des produits qui portent à juste titre cette marque. Et puis, vous avez la possibilité d'un risque de sanction. Donc, ce qu'il faut prévoir dans votre contrat, c'est une obligation de fournir une attestation de licence. Moi, je me souviens que la fois où on avait été bloqué en douane parce qu'on n'arrivait pas à prouver que la marque qu'on avait mis sur les téléphones, c'était une marque sur laquelle on avait des droits, il fallait une attestation de la part de celui qui est du licencié. Ça a mis du temps en fait, parce que le temps qu'on remonte avec les bonnes personnes qui savent produire l'attestation, il s'est écoulé plus d'une semaine et derrière, il y a une livraison que vous devez assurer. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous ayez en amont cette attestation. Du coup, si vous devez prouver que vous avez bien l'autorisation d'apposer cette marque, vous avez déjà l'attestation à produire. C'est compliqué d'aller produire votre contrat de licence puisque généralement, il est confidentiel et donc vous ne pouvez pas aller le montrer. Donc, voilà. Et puis, toujours préciser que votre licence doit être à jour et disponible en cas de contrôle. Donc, ça, c'est aussi important. Donc, c'est vraiment important vraiment dans votre contrat de prévoir aussi tout ce qui est lié donc à la propriété intellectuelle pour être sûr que vous avez bien des garanties si vous avez une saisie en douane pour contrefaçon ou si vos produits plus tard sont considérés comme contrefaisants ou si vous avez un contrôle où on vous demande de prouver que ce sont des vrais produits ou que la marque que vous utilisez, vous avez bien les droits dessus. C'est important d'avoir tout prévu ces cas-là dans votre contrat et d'avoir déjà tous les documents qu'il vous faut en anticipation. Je vais passer au non-respect des normes. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur tout ce qui était propriété intellectuelle. C'est vraiment des choses qui arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Non, je vais. Je ne sais pas si quelqu'un avait une question. Non, il n'y a pas de question dans le chat pour cette partie-là. Ok. Et le dernier cas, c'est le problème du non-respect des normes. Admettons que, vous importez des jouets en plastique qui contiennent du plomb et ça va au-delà des seuils autorisés par REACH. Donc, votre risque, c'est un rappel de produit et vous allez avoir des coûts élevés pour récupérer les produits. Vous avez une atteinte à la réputation. Donc là, vous avez déjà passé le contrôle douanier. Les produits sont livrés et on s'aperçoit au moment de la livraison. Quand vous les testez, le seuil de plomb ne sont pas conformes à REACH. Donc voilà, c'est une vraie problématique. Un autre cas, vous achetez des chargeurs qui, après contrôle, s'avèrent contenir du cadmium. Et c'est une substance qui est restreinte par la directive RoHS. Dans ces cas-là, vos marchandises, elles sont pas conformes légalement, donc vous n'allez pas pouvoir les commercialiser. Parce que si vous commercialisez des produits qui sont pas conformes aux directives et aux normes à appliquer. Dans ces cas-là, vous risquez de toute façon d'avoir des sanctions en cas de contrôle de la DGCCRF et un rappel de produit. Et autre cas, là, on n'est plus du tout dans des problématiques de composition, mais vous importez des vélos qui sont non conformes aux normes françaises. Par exemple, il n'y a pas d'éclairage arrière, il n'y a pas de sonnette, et c'est une obligation pour des vélos en France d'avoir ce genre de choses, et vous les mettez en vente. Donc, dans ces cas-là, si vous avez un contrôle de la DGCCRF, vous allez faire un rappel de produit, et donc les coûts vont être à votre charge, et vous allez devoir indemniser les clients. La DGCCRF, elle va pouvoir vous mettre des amendes et des sanctions, et vous allez perdre peut-être votre licence si vous aviez une licence pour ces vélos. C'est pas des cas d'école, je l'ai déjà rencontré dans ma vie de juriste, puisque on avait importé des vélos et en fait ils étaient conformes aux normes allemandes, mais qui sont différentes des normes françaises, et du coup on n'a pas pu les vendre sur le territoire français. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'ici, les rappels de produits étaient pas encadrés. Il y a un règlement européen qui a été publié il y a un peu plus d'un an et qui est rentré en vigueur en décembre 2024 et qui impose un certain nombre d'obligations en cas de rappel de produits. Et aujourd'hui, vous avez l'obligation d'indemniser les clients si vous ne pouvez pas réparer ou remplacer le produit. Donc, il y a vraiment, aujourd'hui, les rappels de produits sont
très encadré et peut devenir extrêmement coûteux pour une entreprise. Donc, c'est vraiment important que vous adressiez ces points. Et il y a une façon de le faire, c'est encore le contrat, c'est de prévoir des clauses d'indemnisation en cas de non-respect des normes. Donc, vous prévoyez une clause de conformité, vous lui indiquez à votre acheteur, votre vendeur qu'il s'engage à être conforme aux normes européennes, notamment REACH, RoHS et toutes les autres normes qui pourraient être applicables à votre produit. Et vous prévoyez qu'en cas de rappel de produit, en cas de non-possibilité de mettre sur le marché le produit, il prend tous les frais à sa charge. Donc, admettons que vous ayez un stock que vous ne pouvez pas vendre, eh ben, il reprend à sa charge le retour des produits ou alors la destruction des produits. De toute façon, ils sont invendables. Il vous rembourse les frais que vous avez déjà payés pour acheter ces marchandises. Voilà, si vous avez une condamnation de la DGCCRF, il s'engage à la prendre en charge, etc. Et tout ça, c'est vraiment des problématiques qu'on rencontre plus souvent qu'on ne le croit. Et donc, ces clauses sont vraiment nécessaires pour être sûr que si ces dommages arrivent, votre vendeur, il prend à sa charge tous les frais que vous allez devoir supporter. Et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir prévu au contrat des clauses de compensation contractuelle. Dès lors que vous êtes sûr que la facture, elle est certaine, vous compensez avec des factures que vous devez lui payer. Comme ça, vous êtes sûr de recouvrer l'argent. J'ai vu des questions passer. J'avais une main levée et une question. Oui, Karine, c'est encore Dominique. C'est super intéressant ce que vous venez d'évoquer, mais c'est à quelle période que vous avez connu ce problème de normes allemandes différentes d'une norme française, puisque il y a plusieurs années déjà. Oui, c'est ça, parce que maintenant les normes doivent être européennes dans l'intra. Oui, oui. Mais là, c'était vraiment, c'était du détail sur les vélos. C'était vraiment, alors, je vous ai repris ça, le feu arrière et les sonnettes qui sont obligatoires. Mais c'était vraiment un tout petit détail sur une particularité de vélo. Ouais, c'est intéressant. Mais on devrait moins avoir ce problème, puisque normalement, tout producteur doit maintenant avoir des normes européennes si elles sont prévues. Oui, c'est ça. Après, comme c'est souvent des fournisseurs chinois, s'ils sont pas au courant des normes françaises et qu'ils ont l'habitude d'aller, admettons, livrer aux États-Unis, qui ont peut-être pas les mêmes normes qu'en France, parce qu'on pense pas en fait que sur un vélo, il y a des normes comme avoir une sonnette. Et donc, si c'est pas prévu, on va se retrouver dans une. Enfin, c'est pas compliqué une sonnette à rajouter, mais c'est quand même des frais supplémentaires. Mais si vous n'avez pas de feu arrière, là, ça devient compliqué. Non, mais c'est intéressant votre exemple parce que c'était en intra. Si c'est avec une importation pays tiers, c'est différent, effectivement. C'est ça, oui. Chine, hein, ouais. Ah oui, c'était le cas. C'était un fournisseur chinois. Oui, d'accord. Merci. Oui, j'ai vu des questions. Vous avez dit qu'on nous détourner pour le narco. Alors ça, j'ai la possibilité de nos conteneurs soient détournés pour le narcotrafic. Comment se protéger? Vous pensez à quoi en pratique? Qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, nous, on a été juste sensibilisés par les douanes dans le cadre de nos statuts OA qu'effectivement, il y avait une recrudescence de détournement des conteneurs, c'est-à-dire le narcotrafic en Europe est en train quand même de largement s'étendre. Et donc, on nous a alertés sur le fait que il y avait un point de vigilance, qu'on avait maintenant des pratiques où on détournait un peu les numéros de plomb, qu'on pouvait se retrouver avec nos marchandises contenant finalement des produits illicites. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que là, on parle quand même de responsabilité légale et ça m'est venu là, en fait, alors là, c'est pas de la non-conformité, je suis désolée, c'est pas des normes françaises, heureusement, mais comment on peut faire? Comme disait un monsieur de la douane, c'est comment on peut faire pour se protéger de ça? Qui est responsable finalement dans un cas comme celui-là? Il y a quelqu'un qui vous a répondu, peut-être une assurance, et c'est ça, en fait, il faut que vous ayez une assurance. Et c'est l'assurance qui pourra, peut-être une assurance, d'accord. Oui, c'est ça. Ok, bon, merci. Bien négocié. Oui. Alors, il faut pas négliger le rôle des assurances. C'est vrai que je l'ai pas. J'ai réinsisté sur le contrat, mais en général, les assureurs, ils vont quand même aller vérifier que vous êtes prémunis contre tout ça. Oui, mais c'est ça. Voilà. Et donc, si vous prévoyez rien et qu'après vous dites de toute façon, peu importe, j'ai une assurance,
elle va vous le reprocher en fait. Il faut quand même avoir Ouais. prévu les bonnes négociations. Et bon, sur des fournisseurs vraiment très lointains, ça va être plus compliqué de se retourner contre leur propre assurance, mais mais c'est ça. en Europe, c'est plus simple. Voilà. Et D'accord. voilà. Et je disais que oui, c'est effectivement, je voyais quelqu'un qui faisait la remarque. Ce que je disais, c'est pas toujours évident de se faire rembourser Ben non. par votre fournisseur si c'est pas conforme. C'est pour ça que les clauses de compensation, elles sont intéressantes puisque vous pourrez, si vous avez des factures que vous devez lui payer, ben dans ces cas-là, vous émettez une facture de pénalité et vous compensez avec une facture que vous devez payer comme ça. C'est une bonne façon de faire. Ça m'est déjà arrivé en pratique où on avait vendu des vêtements sur le sol français qui s'étaient avérés après contrôle non conformes à REACH. On avait fait un énorme rappel de produits puisqu'on avait vendu partout en Europe. Oui. Un énorme coût. Et le fournisseur, il n'a rien voulu entendre en termes de remboursement. Heureusement, on lui avait recommandé des produits entre-temps. Et du coup, on a bloqué toutes les factures et on a compensé les deux, en fait. D'accord, parce que ça, par exemple, vous parlez de Rich, nous, on peut être complètement, c'est une industrie de parfums et arômes, hein, donc on a du produit chimique, Oui. on peut être complètement visé pour ça. Ah oui, Mais je poserai la question en interne, parce que, bon, après, c'est le service juridique qui sait, mais je vous remercie, en tout cas, c'est intéressant. Merci. Je vous ai pris ces exemples-là, mais c'est vraiment de la conformité à des normes ou tout ce qui est légal, en fait. Voilà. Merci. Voilà. Je relaisse la main. Oui. On n'entend plus Dominique. Excusez-moi. La question est excessivement importante et vous avez raison, madame, de la poser parce que actuellement, on voit bien qu'on a un développement d'une fraude dans tous les domaines et on sait que l'année sera difficile pour les raisons que vous connaissez en géopolitique. Et donc, on a tous besoin, c'est surtout un rappel, pour que tout le monde ait une vigilance à l'importation, puisque la responsabilité, elle est toujours mise plutôt, comme vous le savez, y compris pour l'origine ou autre, sur l'entreprise. Donc, je crois effectivement, tout en sachant que c'est compliqué au niveau des assureurs, c'est comme dans le domaine de l'agriculture, mais il faut l'évoquer. Et ensuite, surtout, dès que vous avez une perception, prévenir la douane, quoi. C'est surtout ça, à tout moment. Sur la compensation, si vous avez une compensation, il faut avoir prévu la compensation contractuelle. Donc, vous n'êtes plus dans le cadre de la compensation légale. Donc, vous prévoyez dans votre contrat que vous avez le droit de compenser des factures à partir du moment où elles ne sont pas contestées. Donc là, vous avez vous lui refacturez tous les frais conformément à ce qui est prévu au contrat. Et dans ces cas-là, il ne peut pas la contester puisque c'est quelque chose que vous avez bien prévu. À la fois le fait que vous ayez le droit de lui refacturer les frais en cas de restriction ou de rappel de produit, et vous avez bien prévu une compensation contractuelle qui vous permet de le faire. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment un contrat, ça s'articule et il y a plein de clauses qui se répondent les unes les autres. Donc voilà, je suis allée un peu vite, j'ai essayé de focuser sur les risques qu'on rencontre assez souvent dans le cadre d'un transport de marchandises à l'international. Tout ce qui peut arriver, c'est des cas que j'ai rencontrés dans ma vie de juriste. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est là où je me dis que j'ai un vrai rôle en tant que juriste, c'est que je vais pouvoir rédiger des contrats qui vont adresser tous ces risques. En fait, c'est vraiment le but et ça fonctionne, c'est un vrai levier derrière. Voilà. Donc le contrat, ça vous permet d'anticiper les risques. C'est vraiment son but, c'est à la fois d'écrire le process d'achat, mais aussi d'anticiper tous les risques. Ça va vous permettre de sécuriser votre activité. Ça va vous permettre aussi, si vous avez un contrat qui tient la route, ça renforce aussi la confiance avec vos partenaires commerciaux. Et puis comme ça, vous pouvez vraiment vous focuser sur l'essentiel, c'est la croissance de votre entreprise. Donc voilà. Je ne sais pas si vous aviez encore des questions. Il y a plein de cas qui peuvent se produire. J'ai vraiment été sur l'essentiel. Mon but, c'était de vous montrer le rôle du contrat.
Oui, j'ai vu une main se lever. Non, non. Je crois que c'est plein de pouces et d'applauses que tu Ah, as. d'accord, merci. Voilà. Ben, je vois pas d'autres questions dans le chat, en tout cas pour l'instant. Mais ça va peut-être arriver. Ouais. Bon, je suis contente. Voilà, c'est vraiment, même aujourd'hui je suis avocate et j'accompagne des entrepreneurs qui n'ont pas de service juridique et je vois qu'on néglige vraiment le rôle du contrat. À chaque fois, on se dit que ça sert à rien, que c'est une perte de temps à négocier, mais le jour où c'est vraiment ce que je vous donnais l'exemple de l'assurance. Le jour où ça arrive, vous êtes content d'avoir pris le temps de négocier et d'avoir signé un contrat qui envisage le pire. Voilà. En tout cas, merci pour vos retours. Merci Karine, en tout cas, c'était hyper clair et ça a suscité beaucoup de questions et beaucoup de débats dans le chat. Donc, tu as très bien joué ton rôle. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on peut rester encore 5 minutes à les poser dans le chat ou à prendre la parole directement. N'hésitez pas, tant qu'on est là. Oui, ça c'est vrai. Un bon contrat apaise les relations internes également. Exactement. J'en ai une chez moi, d'être tombée. Bon, je pense que. Bon, je pense que on n'a pas d'autres questions, en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup, Karine, pour cette intervention. C'était hyper clair et super intéressant. Merci aussi à vous tous d'avoir participé et d'avoir été très dynamique dans le chat. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, mais si on en a loupé par hasard, on refera un double check en interne et on y répondra directement par écrit en vous envoyant la présentation avec les questions-réponses et vous recevrez évidemment le replay de cette belle thématique un peu plus tard, à mon avis, début de semaine prochaine. Voilà. Merci à tous. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, peut-être à cet après-midi pour les 2 dernières conférences des Hockey Days. Merci Karine. Merci, au revoir.